Et avec nous pour ce Club Anne de Guigné, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au Figaro spécialisé en politique économique et auteur de ce livre. On va voir, ils se sont si souvent trompés. C'est aux éditions du Rocher. Mickaël Darmon, bonjour. Merci d'être là, Mickaël, éditorialiste politique à i24 News. On va revenir avec vous sur ce rapport très attendu de la Cour des comptes sur les retraites. Il a été dévoilé hier, une situation financière préoccupante, mais pas de déficit caché. En revanche, un effet limité dans le temps de la précédente réforme. Alors, ces éléments permettront-ils aux partenaires sociaux de trouver un accord? Est-il financièrement possible de revenir sur les 64 ans? Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis politiquement, ce sujet peut-il faire sauter le gouvernement Bayrou? On voit ça dans quelques instants. Audrey, on va voir avec vous comment ça se passe chez nos voisins européens. Oui, à quel âge on part à la retraite et où est-ce qu'on vit le mieux avec une retraite chez nos voisins européens? C'est à suivre dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Valence où on retrouve Carole Reynaud. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Carole, journaliste, bonjour. Chef d'information au Dauphiné Libéré, Drôme et Ardèche. Et Carole, c'est Bruno Retailleau qui était chez vous hier en meeting à Valence. Exactement, il était en meeting une semaine, jour pour jour, après Laurent Wauquiez. Donc, tous les deux écartent l'idée d'une guerre des chefs, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Alors, pour vous donner le contexte, c'est le même jour, ça devient le rendez-vous du jeudi soir. Même salle, même ambiance, dans la salle du Stade Pompidou, avec drapeau tricolore, Laurent président, Bruno président. Hier soir, il y avait quand même moins de monde que pour Laurent Wauquiez. Alors ça s'explique, Valence, ça fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'ancien président de la région, Laurent Wauquiez, a de forts soutiens parmi les élus départementaux de Drôme comme d'Ardèche, qui sont officiellement ses soutiens. Mais Bruno Retailleau, hier soir, est venu délivrer ses arguments. Le candidat Bruno Retailleau s'appuie sur l'action du ministre Bruno Retailleau. En résumé, il a dit « Les Français m'ont compris, malgré les polémiques, ils me soutiennent ». Et c'est fort de cette notoriété grandissante qu'il se positionne en tant que candidat à la présidence du LR. Comme l'a dit votre invité il y a quelques secondes, c'est là-dessus que ça repose, c'est cette idée que les Français le suivent, donc qu'il est le seul en capacité de rassembler sa famille politique et de l'élargir. Alors hier soir, à l'applaudimètre, si on compare d'une semaine à l'autre, à Valence, c'est Laurent Wauquiez qui gagne, mais c'est à Valence. On verra la suite. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau, il quitte ses habits de candidat à la présidence des Républicains et reprend ses habits de ministre. Voilà, c'était prévu, cette visite ministérielle. Alors ça intervient au lendemain d'un fait divers assez grave du côté drômois, puisque dans la nuit de mercredi à jeudi, on a des gendarmes qui ont été pris pour cible directement, qui se sont fait tirer dessus par des malfaiteurs. Donc le ministre est au courant de cela, il devrait d'ailleurs en donner plus d'informations, mais ça traduit ce qui se passe au niveau du département de la Drôme et un peu de partout en France, cette délinquance décomplexée, et c'est là-dessus que le ministre de l'Intérieur est attendu, parce que c'est à Valence et ça fait sens, aux côtés de son ancien ministre délégué en charge de la sécurité du quotidien, donc le maire de Valence, Nicolas Daragon. Le ministre de l'Intérieur va dévoiler et surtout développer ce que sont les plans d'action de la sécurité du quotidien. Ces plans d'action, c'est quoi? C'est l'idée initiée par Bruno Retailleau et Nicolas Daragon de dire que Paris ne sait pas tout et que les préfets, les patrons de police et de gendarmerie et toutes les autorités compétentes en matière de délinquance développent ensemble une feuille de route, un plan d'action pour lutter contre cette délinquance de manière durable. Ça veut dire quoi concrètement? On va le découvrir avec sa visite. Et puis, il y aura une deuxième séquence importante sur ce déplacement. C'est une séquence qu'il fera à Romans-sur-Isère, une commune à 20 km de Valence, fortement endeuillée, puisque 3 jeunes gens, sur 3 faits divers différents, ont trouvé la mort.
Thomas Perotto lors du fameux bal de Crépol, poignardé mortellement. Le jeune Zakaria Tapti qui a été lui également poignardé alors qu'il s'est interposé dans une altercation. Et puis Nicolas Dumas, ce jeune rugbyman romanais qui a pris une balle perdue alors qu'il faisait la queue en boîte de nuit. Donc le ministre va aller à la rencontre de ces familles qui attendent des réponses, qui veulent que justice se fasse et qui ne veulent plus de ces drames. Donc c'est un moment qui sera à huis clos. On a juste rencontré les familles avant pour savoir ce qu'elles voulaient lui dire. Et enfin, le ministre va aller auprès de l'hôtel de police de Romans et du centre de supervision, puisque les policiers à Romans aussi demandent plus de moyens, plus d'effectifs pour lutter contre la délinquance. Donc il est attendu sur le terrain, c'est symptomatique de ce qui se passe partout en France. Mais voilà les rendez-vous du ministre aujourd'hui. Merci Carole Reynaud d'avoir été avec nous. La une du Dauphiné, le ministre de l'Intérieur en déplacement dans la Drôme. Des malfaiteurs tirent sur des gendarmes. C'est à la une de votre journal. Merci Carole Reynaud. On voit avec ce double déplacement finalement à Valence, Michael, que Bruno Retailleau, il allie le costume de ministre avec le costume de candidat. C'est une réponse au principal argument de Laurent Wauquiez qui dit on ne peut pas être ministre de l'Intérieur et candidat à la présidentielle. Oui, et c'est une manière aussi évidemment de faire campagne et de montrer aux Français que lui, il agit, qui est une différence en fait avec Laurent Wauquiez qui va se montrer durant toute la campagne interne qui est en train de prendre de l'ampleur. Et puis surtout, je pense que ce qui va déterminer, départager surtout les candidats, c'est aussi la personnalité. Bruno Retailleau est aujourd'hui au fond capté par les Français pour sa sincérité et Laurent Wauquiez a un problème d'insincérité à l'égard des Français. Donc on va voir dans quelle mesure, à l'intérieur du parti, c'est également un déterminant. Un petit mot de Guigné là-dessus. Oui, je pense. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau, pour l'instant, ça ne lui est pas reproché. Mais c'est vrai qu'on voyait encore la liste de tous les faits divers, ces familles endeuillées. Et c'est un peu la limite de l'exercice. À un moment donné, s'il y a de nouveaux drames, on pourra lui reprocher en même temps de courir à la présidence de sa famille politique. Pour l'instant, honnêtement, il a plutôt le vent en poupe. On voyait dans la matinale, là, on a vu que des soutiens pour Bruno Retailleau. Mais je pense que pour lui, il faut faire très attention, de bien juguler les deux. Les Français attendent avant tout, dans ce contexte, et il y a beaucoup de demandes sur la sécurité, un ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, ça se passe très bien pour lui. Mais je pense il faut qu'il gère ça avec doigté. Alors, on va parler de la réforme des retraites et ce rapport très attendu de la Cour des comptes qui a été remis hier. Une situation financière du régime des retraites préoccupante. C'est ce que dit le rapport. Il va servir de base de travail aux partenaires sociaux qui vont se réunir dès la semaine prochaine et qui veulent passer aux choses sérieuses. Jérôme Rabier. Matignon avait commandé un état des lieux et chacun pourra y trouver des arguments pour défendre ses positions. Le régime des retraites, après avoir été bénéficiaire ces dernières années, verra ses comptes se dégrader dans le futur, d'après la Cour des comptes. Il y a un déficit immédiat de 6 milliards qui, dans les années qui viennent, si on ne fait rien, dérivera vers 30 milliards. 15 milliards d'euros en 2035 et 30 milliards en 2045 si rien n'est fait. Intenable pour Pierre Moscovici, qui laisse aux politiques et aux partenaires sociaux le choix des leviers pour y remédier. Une chose qui est claire, c'est que le statu quo n'est pas possible. Après, aux partenaires sociaux de discuter sur quel levier d'action on peut utiliser. Toucher à l'âge légal de départ, à la durée ou au taux de cotisation, ou encore à l'indexation des retraites, la Cour des comptes refuse de trancher. Pour les syndicats, ce rapport est d'abord un constat d'échec de la réforme de 2023. Qui nous a été présenté comme la réforme du siècle qui allait résoudre tous les problèmes. Et en fait, aujourd'hui, on a la démonstration que ça, c'était du pipeau. Il faut parler de cette réforme qui ne passe pas, qui ne passera pas, qu'il faut abroger. Et nous sommes favorables au financement de l'abrogation. Et c'est de cela dont on doit parler dans ces discussions. Les discussions futures s'annoncent tendues. François Bayrou laisse désormais 3 mois aux partenaires sociaux, sans totem ni tabou, mais avec l'impératif de rétablir l'équilibre financier avant d'envisager une nouvelle réforme sur ce sujet brûlant. Anne de Guigné, ce rapport, il est très, très attendu de la Cour des comptes. C'est un rapport sans surprise ? Il y avait un sujet dans ce rapport, c'est un rapport en effet sans surprise. Il y avait un sujet qui était très attendu, au-delà des chiffres, c'est un sujet de comptabilité. Et la Cour des comptes s'est montrée conservatrice. Elle garde la comptabilité
officielle du corps. Donc le corps, c'est l'organisme qui gère les retraites en France. Et c'est vrai que ça aurait été un vrai Big Bang de changer de paradigme. Mais vous savez, dans son discours de politique générale, François Bayrou avait évoqué un déficit de 50 milliards. Et quand on suit un peu l'actualité économique, tout le monde se dit de quoi parle-t-il? Et en fait, il voulait prendre en compte aussi tout le financement des retraites par l'impôt. Moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant parce qu'en fait, vous savez, les cotisations ne financent à peu près que les 2/3 des retraites. Et dans le déficit des ministères, c'est le déficit de l'État, mais dans le budget des ministères, vous avez toute une partie qui va pour le financement des retraites des fonctionnaires. Et c'était l'idée de le prendre en compte, ce qui est assez intéressant. De dire la contribution de l'État, finalement, on la compte dans le déficit du système de retraite. Et après, franchement, c'est des débats de comptables. De toute façon, tout ça, c'est le déficit public, et qu'on le mette dans une case ou dans l'autre, tout ça arrive dans le déficit public. On ne va pas changer le déficit, c'est le même. Mais en tout cas, intellectuellement, c'était intéressant pour vraiment mieux réaliser le poids des retraites. C'est environ 400 milliards d'euros. Et on voit bien que la Cour des comptes ne s'est pas engagée dans cette voie-là. Et je le comprends. Il y a déjà, le sujet, votre reportage le montrait très bien, est déjà immense en termes de réforme. Et on voit bien que François Bayrou a donné la balle aux partenaires sociaux, mais eux, ils l'avaient demandé plutôt pour revenir en arrière. Et la séquence n'est pas évidente, parce qu'on leur dit, écoutez, chers amis, voilà, on vous présente la situation. Donc ce qu'il faut, c'est, grosso modo, il va falloir travailler plus. Et évidemment, eux, leur demande, c'était plutôt de revenir. Donc on va voir comment ça atterrit. Et je comprends, donc, dans cette situation qui est déjà très tendu, de les rajouter en plus une grande réforme de la comptabilité des retraites, c'était pas forcément le moment. Oui, c'est vrai, ça faisait partie des lièvres. Est-ce qu'il y a un déficit caché ou non? Ça faisait partie des choses qu'on attendait de la Cour des comptes, parce que François Bayrou avait mis quelques ambiguïtés. Voilà, ça a été réglé d'emblée, sur le thème un peu circulé, il n'y a rien à voir, d'emblée, il n'y a pas de déficit caché, donc la Cour des comptes a tranché. C'est aussi une belle opération de plus, je dirais, pour la Cour des comptes, qui est devenue vraiment, depuis des années maintenant, vraiment partie prenante dans le débat public, non pas intervenant régulièrement avec, comme on avait l'habitude de le voir, avec un rapport volumineux et complexe qu'on regarde une fois et c'est fini. Là, il y a vraiment un aspect d'interlocuteur régulier. Et puis, ça va effectivement maintenant ouvrir aussi une nouvelle période de gouvernance politique, c'est-à-dire la démocratie sociale, qui avait été tant, au fond, malmené ces derniers temps, revient un petit peu maintenant sur le devant de la scène, puisque ce fameux conclave laïque, et économique, va être celui qui va montrer que les partenaires sociaux reprennent la main, au moins pendant 3 mois. Et ce qui est intéressant dans ce que vient de dire, dans ce qu'on entend, le passage que vous avez choisi de Sophie Binet, c'est qu'au fond, elle reprend totalement la feuille de route d'Emmanuel Macron si on doit abandonner les 64 ans. Parce que lui, finalement, il ne tient plus aux 64 ans comme étant un totem, puisqu'il n'y a plus de totem ni de tabou, en disant, OK, si vous voulez abandonner l'âge de 64 ans, mais trouvez-moi du financement. Et c'est exactement ce qu'elle vient de dire. Donc en fait, on voit déjà des messages qui sont en train de s'échanger sur les prises de position au début, sur le fait qu'effectivement, la Cour des comptes remet aussi remet les pendules à l'heure en disant maintenant, c'est aussi de l'avenir du déficit qu'il faudra et de la survie du système qu'il va falloir étudier. Ouais. Vous parlez de ces 64 ans. On va voir ce qu'en dit le ministre de l'économie, Éric Lombard. Il était l'invité ce matin de la matinale d'RTL. Le mot abrogation sur les retraites, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire, parce que de toute façon, il y a un système de retraite qui est extrêmement compliqué, qui a un empilement. Ça veut dire, la CGT est très claire, on prend la réforme de 2023, on la déchire et on recommence à zéro. Le rapport de la Cour des comptes est très clair, c'est extraordinairement coûteux de faire ça, on n'en a absolument pas les moyens. Donc ça, c'est non. Donc ça, c'est non. L'objectif qui est donné aux partenaires sociaux, mais qu'ils ont accepté, c'est de travailler pour rétablir l'équilibre des comptes. Et ils le savent très bien, parce que le déficit, il est payé par qui à la fin? Il est payé par les Français. Anne de Guigné qui dit vrai. Est-ce qu'on peut déchirer la réforme de 2023 ou est-ce que c'est impossible? On ne peut absolument pas. Vous savez, on est quand même sous le regard des marchés financiers. Notre déficit en Europe est complètement unique. Depuis 3 ans, tous les pays européens réduisent tranquillement leur déficit. On va en parler. Et la France ne fait qu'augmenter. Donc on a un immense problème de gestion de nos finances publiques. Et là, on a atteint des niveaux complètement abyssaux ces dernières années, avec un déficit de 6%. Et
Et vous voyez bien qu'en fait, tout doucement, et c'est presque plus grave, on n'a pas une crise de la dette comme ça, avec un moment de panique, mais notre situation se dégrade de mois en mois, donc c'est qu'on paie de plus en plus cher notre dette. Et donc si par-dessus le marché, la seule petite réforme qui allait dans le bon sens pour les finances publiques d'Emmanuel Macron, vous leur revenez dessus, là on peut vraiment avoir une crise de la dette. Est-ce qu'elle a vraiment servi à quelque chose, cette réforme de 2023 ? Parce que ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'elle a des effets limités dans le temps. Et dans quelques années, il va y avoir une augmentation rapide et assez brutale du déficit. Marie-Lise Léon, elle dit, du coup, cette réforme, c'était du pipeau. C'était du pipeau. Mais elle joue son rôle, hein, c'est très bien. Mais pourquoi la réforme était en grande partie vidée des économies ? Parce que Marie-Lise Léon et les syndicats ont énormément hurlé et ont demandé 1001 petites modifications, aide pour un tel et pour telle catégorie, et ont ratiboisé quelle ambition. Et au final, ça donne ça. Donc, elle est dans son rôle, mais elle a beau jeu de dire écoutez, tant d'efforts pour si peu de résultats. Parce que franchement, on se rappelle bien de la séquence. C'était une séquence très très compliquée pour le gouvernement. Et c'est vrai que sur les retraites, ça c'est un mystère assez intéressant. Vous allez nous en parler. Les autres pays ont réussi à réformer. Et les autres pays comprennent bien qu'on a la chance de vivre en bonne santé de plus en plus longtemps. Et donc, il faut le financer, il faut travailler. Et ça n'est pas des drames partout pareil. Et en France, il y a vraiment un blocage collectif culturel. Alors peut-être, je ne sais pas si le travail est tellement plus dur en France qu'ailleurs, je ne crois pas. Mais en France, on a beaucoup de mal avec l'idée qu'il faudrait travailler 1 an ou 2 de plus. On va en parler. Voilà, je vous offre la transition. Merci Anne pour la transition. Comment ça se passe chez nos voisins européens ? Eh bien, l'âge de départ en retraite, il varie d'un État membre à l'autre. De 60 ans pour les femmes en Pologne, oui, il y a une différence selon le sexe. On va jusqu'à 67 ans en Allemagne, au Danemark, en Italie ou aux Pays-Bas. La France, qui fait reculer avec la réforme actuelle l'âge de départ en retraite, se situe donc dans cette fourchette. Et d'ailleurs, d'autres voisins nous imitent. 16 pays membres ont décidé eux aussi de faire reculer l'âge de départ en retraite pour s'adapter notamment à l'allongement de l'espérance de vie. C'est le cas aux Pays-Bas. À partir de cette année, l'âge de départ qui est actuellement fixé à 67 ans augmente de 8 mois par année d'espérance de vie. Mais attention, là je vous parle d'âge légal de départ en retraite. Ça ne veut pas dire que c'est l'âge de départ effectif. En général, il faut travailler encore un peu plus longtemps pour avoir une pension complète. Et justement, où est-ce qu'on gagne le mieux sa vie en tant que retraité ? Alors là, c'est assez difficile de comparer parce que les niveaux de vie sont différents, qu'on soit en France ou en Bulgarie, par exemple. Alors, on regarde en général le taux de remplacement. C'est le pourcentage du salaire qu'on avait quand on était actif. Et c'est au Portugal qu'il est le plus haut. À Lisbonne, un retraité touche 98,8% de son ancien revenu. C'est aussi très haut, près de 90% aux Pays-Bas, dont je parlais tout à l'heure. En Grèce, en Autriche et au Luxembourg. Et en bas de l'échelle, on retrouve la Lituanie, 29%, l'Estonie, 34,4% et l'Irlande, 36%. Alors, où se situe la France sur cette échelle ? Eh bien, elle est à 71%. Et puis, dernière information, la France est le seul pays de l'Union européenne à fonctionner totalement par répartition, tant sur les régimes de base que pour les complémentaires. En règle générale, chez nos voisins, on observe plutôt un panachage plus ou moins important entre répartition et capitalisation. Merci beaucoup Audrey. Ça fait d'ailleurs partie du débat, avec notamment les Républicains qui de plus en plus disent qu'il faut introduire une dose de capitalisation. Est-ce qu'il faut réformer complètement le système des retraites, Mickaël ? En fait, derrière la grande question permanente de cette réforme des retraites, qui se transmet de génération en génération de journalistes, d'ailleurs depuis 30-40 ans, on discute du problème de la réforme des retraites, mais bon, voilà, c'est un dossier qu'on trouve sur la table à chaque fois. En réalité, on revient à l'origine, à la racine de la culture politique, du modèle social, de la manière dont il s'est construit, des circonstances historiques au lendemain de la guerre, du rapport au travail, de l'arrivée des 35 heures, de la retraite à 60 ans qui restera le mantra, le totem absolu de l'époque de Mitterrand, qui a organisé la mentalité des Français dans le rapport au travail, et on le voit, une grande différence avec nos voisins européens. Donc c'est derrière la réforme des retraites, ce qui n'a pas été fait. Au fond, en réalité, c'est tout ce débat. C'est comment fonctionner, comment réorganiser tout d'abord les relations sociales, comment réorganiser le rapport au travail, reconnaître qu'effectivement la récréation est terminée, c'est-à-dire qu'effectivement la France n'est pas l'exception culturelle ou économique qui permet à chaque fois d'emprunter pour financer un modèle social paradisiaque. Donc toute cette fiction, en fait, les Français ont vécu dans une fiction depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
Voilà, on avait gagné la guerre, on avait un paradis social ad vitam aeternam, on avait un modèle économique qui serait intouchable. Et toutes ces réalités sont venues à chaque fois télescoper l'imaginaire et empêcher, parce que les politiques avaient des élections régulièrement, empêcher les dirigeants politiques de dire il faut vraiment qu'on discute. Anne, on le voit, les partenaires sociaux ils vont se réunir à partir de jeudi. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour assurer l'équilibre financier du régime que les 64 ans et qu'une augmentation progressive de l'âge de départ? Oui, il y a beaucoup de leviers. L'alternative numéro 1, c'est de dire vous ne bloquez pas l'âge de départ à la retraite, mais vous accroissez la durée nécessaire de cotisation. Bon, c'est un peu... la réforme Touraine. Voilà, donc vous augmentez le nombre de trimestres pour toucher votre retraite à taux plein. Vous pouvez aussi faire des systèmes de primes. Donc vous dites, idéalement, vous partez à 64 ans, mais OK. Si vous pouvez partir avant, mais vous allez avoir une forte décote et une surcote si vous partez après. Tout ça, c'est un truc qui marche pas mal à l'étranger. Décote, surcote autour d'un âge pivot. Ce qui donne la liberté aussi, parce que vous avez le droit de dire que vous préférez partir avant et avoir une retraite plus faible. Mais bon, il faut se dire aussi, si vous vivez jusqu'à 95 ans et qu'avec la dépendance et compagnie, il faut quand même bien réfléchir à son choix. Donc il y a pas mal de sujets techniques. On va voir ce que ça donne les discussions. Mais c'est vrai qu'on voit les positions de départ. Et en fait, d'un point de vue purement financier, on voit bien déjà vu les déficits qui s'annoncent, il faudrait quasiment le mettre à 67 ans, comme nos voisins d'ailleurs. Là, on voit bien que politiquement, ça va être très très compliqué. Donc d'un point de vue technique, il faudrait, je pense, taper 67 ans. Et d'un point de vue politique, les syndicats, et puis à l'Assemblée, vous avez une majorité à l'Assemblée qui aimerait plutôt revenir en arrière sur le 64 ans. Donc il y a un moment donné, il va falloir que les deux réalités se rencontrent. Et c'est vrai que dans les autres pays, il y a toujours eu un consensus, et c'est pas un tel sujet passionnel, pour dire très tranquillement, oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'humanité. Aujourd'hui, on est très majoritairement en forme à 60 ans, à 65 ans. On peut continuer à travailler, et c'est pas une damnation, c'est plutôt une très bonne nouvelle de pouvoir être en forme maintenant plus longtemps. Évidemment, en faisant des exceptions pour les métiers pénibles, et ça on le sait le faire. Il y a des métiers qui sont vraiment durs, vous n'allez pas être déménageur jusqu'à 70 ans. Et ça, c'est très important de faire des filières. Donc ce débat va être très intéressant, mais compte tenu de la grande instabilité puis des tensions politiques du moment, je suis très pessimiste quant à sa capacité d'atterrir sur une solution raisonnable et puis consensuelle. Michael, est-ce que vous êtes aussi pessimiste? Est-ce que ce débat, ce conclave, il aboutira à quelque chose, d'abord avec les partenaires sociaux, puis ensuite au Parlement? Il va aboutir très certainement à une forme de mécanique. On va trouver un mécano, on va trouver quelque chose, parce qu'on voit bien que les partenaires sociaux, ils ont effectivement une carte à jouer pour pouvoir redorer leur blason et montrer que voilà, ils étaient absents jusqu'à présent, mais on a raison de leur faire confiance. Donc de ce point de vue-là, il y aura quelque chose. Et François Bayrou a aussi tout intérêt à montrer que ça a pu fonctionner. D'abord parce que comme ça, il gagnerait du temps, parce que c'est quand même son moteur principal aujourd'hui, et continue à durer. Et puis, il pourra scénographier une gouvernance différente de celle d'Emmanuel Macron, qui aura marché avec le retour des corps intermédiaires qui se saisissent de sujets. Mais je pense que, compte tenu effectivement d'une instabilité politique, compte tenu du fait qu'on est, maintenant, on va rentrer dans la zone, une préparation d'une campagne présidentielle, et on sait qu'en France, ça imprègne toujours les attitudes. Je doute que l'on puisse avoir une solution pérenne, pour toutes les raisons d'ailleurs qu'on évoquait tout à l'heure, et avec aussi ce paradoxe que les Français sont extrêmement difficiles au fond à gouverner de ce point de vue-là. Ils veulent de l'autorité, des décisions fortes concernant le régalien et l'autorité et la sécurité, mais pas de décisions fortes, pas de détermination, pas de volontarisme lorsqu'il s'agit de gérer les finances publiques et donc quelque part de faire des efforts. Et avec la gauche qui menace de censure sur ce sujet des retraites, est-ce que c'est un sujet qui peut faire tomber le gouvernement Bayrou? Personne n'y a intérêt aujourd'hui. On voit bien que c'est pour des raisons, une fois de plus, déjà essentiellement politiques, les différentes formations, je pense, ne sont plus outillées pour pouvoir avoir une nouvelle campagne. On rentre dans d'autres échéances, dans un couloir électoral, municipal, puis présidentiel, et je doute que ça soit intéressant pour les formations.
Ouais. Anne, est-ce qu'une remise à niveau de la réforme de 2023 sera suffisante ou est-ce qu'il faut carrément aller plus loin et changer de régime, soit en introduisant une dose de capitalisation, soit en revenant à l'idée initiale d'Emmanuel Macron d'un système par points? Alors, c'est une bonne question. Mais je pense qu'il y a un sujet... Déjà, pour rebondir sur ce que disait Michael, c'est des sujets... Il faut aller plus loin, il faut une réforme plus importante, mais c'est des vraies questions politiques de fond, ça doit être tranché par la présidentielle. Vous ne pouvez pas le faire comme ça en cours de mandat sans en discuter. Alors sur la capitalisation, c'est très intéressant, parce qu'en fait, officiellement, sauf pour les fonctionnaires, ça qui est très intéressant, vous avez un régime par capitalisation pour les fonctionnaires, les gens ne le savent pas forcément, qui marche très bien, d'ailleurs, tant mieux pour eux. Mais pour les autres, après, c'est très compliqué. La mutation, elle n'est pas simple, parce que les fils à débrancher, vous changez complètement de système. Donc la réforme, où vous enlevez un peu de répartition pour rajouter un tuyau à capitalisation, ça ne se fait pas comme ça. C'est très très compliqué. Mais les Français ont tout à fait compris, les jeunes notamment, qu'ils n'auraient pas de retraite. Hein, parce que les prévisions, c'est incroyable. Ceux qui sont nés dans les années 90, vous aurez 0,4% de vos cotisations en retraite. Donc c'est tout petit. Et ils prennent énormément de PER. Vous avez 11 millions de Français qui ont ouvert un prêt épargne retraite, ce qui est privé, et ce qui est la réforme par capitalisation. Vous faites votre réforme par capitalisation vous-même. Et je pense que les Français ont bien raison pour ne pas avoir une retraite trop difficile. Merci à tous les deux. On va passer à une note un peu plus optimiste. C'est vendredi. On va vous faire découvrir notre patrimoine et nos traditions. Jonathan Dupriez nous amène à Menton, dans les Alpes-Maritimes, où se déroule la célèbre fête du citron. Et vous allez le voir, le défilé ravit grands et petits qui en prennent plein les yeux. Ici, à Menton, il est le roi, le citron. Comme chaque année, depuis 1934, la ville célèbre cet agrume cultivé sur les hauteurs depuis plus de 500 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? 2 citrons? N'hésitez pas à prendre des gros, même comme là vous aurez une peau un petit peu chardue mais qui est délicieuse. Laurent Ganac est agrumiculteur et intarissable sur ce citron dont l'appellation est protégée depuis 2015. Un classement dû entre autres à ses qualités gustatives, une écorce très sucrée, un jus peu acide, tout y est comestible. Quand vous avez une écorce qui est dépourvue d'amertume, bon, mais forcément qu'avec des taux de sucre bien élevés, donc voilà, on a une écorce très intéressante à consommer. Dans le citron de Menton, tout est bon, messieurs. Pendant la fête du citron, la ville de Menton change de visage. Ici, au jardin Biovès, ces sculptures géantes de 11 mètres de haut laissent les visiteurs presque sans voix. C'est du boulot, c'est bien fait et c'est magnifique. Certains habitants de la région sont même venus en famille. Il y a plein de couleurs, c'est joyeux. On vient souvent depuis notre enfance en fait, les parents, les grands-parents, en fait c'est une transmission. À Menton, la fête du citron se prépare d'une année sur l'autre. Christophe Guéna s'occupe des festivités pour la commune depuis des années. Il supervise notamment le fruitage de ces chars emblématiques. La mairie en a fabriqué 10. Sur chacun sont fixées 3 tonnes d'agrumes grâce à une ingénieuse technique. Voilà, c'est un élastique. Après, hop, on vient, on l'emprisonne, on fait une boucle au niveau du grillage. Voilà, on serre bien. Et on emprisonne le fruit dedans. Et après, donc, il y a tous des éléments qu'on appelle l'accessoirisation du char qui est réalisée en polystyrène peint, qui viennent compléter, disons, le fruit. Un savoir-faire qui se transmet au sein de la municipalité depuis les années 50. Avant, on faisait des chapelets avec de la corde et une grande aiguille et on enfilait comme ça les agrumes avec des perles et on entourait ces guirlandes d'agrumes autour des structures. Voilà. Là, depuis les années 50, on a cette technique qui nous permet de varier dans les formes. Les tribunes se remplissent. Tout est bientôt prêt pour le premier corso, la partie carnavalesque de la fête, que le maire ne raterait sous aucun prétexte. Bonjour. 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 Ce jour-là, 29 000 billets ont été vendus. La parade est l'un des temps forts de la commune. Niveau corso et carnaval, c'est une des plus grandes manifestations au monde, puisqu'on reçoit entre 250 et 300 000 personnes sur 3 à 4 semaines. Et juste après ce décompte, ça sera parti pour 1h30 de fête. Et c'est parti pour 1h30 de défilé dans une ambiance de stade. Le monde entier est avec nous, il vous regarde. Allez. Chars, confettis, fanfares, danseurs, le tout face à la mer. Le show
en met plein les yeux aux spectateurs. C'est mon premier corso, je trouve ça formidable, c'est grandiose. On est en pleine période hivernale et ça réchauffe le cœur. Les festivités sont encore loin d'être terminées à Menton. Ces 2 prochains dimanches, les corsos de Fruits d'Or défileront à nouveau pour la fête du citron. On a tous envie d'aller à Menton, avec ces belles images de Jonathan. Concurrente de Nice. Bah oui, on regarde... Oui, c'est vrai qu'il y a le carnaval à Nice, exactement, Mickaël, en ce moment. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale ? Allez, c'est parti avec Audrey. L'actualité, c'est le salon de l'agriculture qui ouvre demain. Oui, et ça fait la une. Regardez, du Télégramme, du Maine Libre et du Courrier de l'Ouest. Les éleveurs sont dans les starting blocks pour ce grand rendez-vous. Et si les tracteurs de manifestants ne devraient pas entraver l'ouverture du salon comme l'an dernier, les agriculteurs restent vigilants avec 2 questions phares, la rémunération et les problèmes de concurrence déloyale de pays étrangers dans leur viseur, évidemment, l'accord UE-Mercosur. Mais le salon, c'est aussi le grand moment des concours et le bien public nous présente Alexis, qui participera demain à la compétition du meilleur jeune berger de France. Actuellement, il est au lycée agricole et demain, il devra notamment passer une épreuve de parage de pattes. Alors moi, je ne connaissais pas, mais c'est le taillage des ongles des moutons. Oriane, j'enchaîne. Est-ce que vous avez un chat ? Non. C'est dommage, vous auriez pu participer. Oui, mais je ne l'ai pas inscrit. C'est pas un chat de race. Mais j'aurais pu peut-être participer au concours parce que les chats aussi sont en lice, les chats de race. La Nouvelle République nous présente Maïna et son éleveuse Ariane qui sont en lice pour le concours. Ça non plus, je ne savais pas que les chats étaient représentés. Mais Maïna a été déjà médaillée en 2023. Donc voilà, on leur souhaite bonne chance. On leur souhaite bonne chance. Allez, tout autre sujet à la une des journaux de Marseille, c'est ce triste anniversaire. En effet, il y a 30 ans, Ibrahim Ali, un jeune Français d'origine comorienne de 17 ans, était abattu à Marseille. On lui a tiré dans le dos. C'était des colleurs d'affiches du Front National, l'ancêtre du Rassemblement National. La Marseillaise et la Provence reviennent sur ce crime raciste qui a secoué la cité phocéenne à l'époque, Oriane. Notre-Dame de Paris a résonné en Corse hier. Avec une messe des Corses présidée à Paris donc, mais par le cardinal évêque d'Ajaccio, le cardinal François Bustillo, une célébration animée en polyphonie corse, vous devez connaître, le chant emblématique de l'île de Beauté. Et puis je termine avec une page patrimoine. Le journal L'Union nous apprend qu'une chaire médiévale a été créée sur le campus de Reims et ça donne un coup de fouet à la recherche qui avait plutôt été délaissée à cause des destructions de la Première Guerre mondiale notamment. En général, on se concentre sur les monuments qui restent plutôt bien intacts et visibles. Là, on va se concentrer sur les pierres qui ont encore beaucoup de secrets à livrer, Oriane. Merci beaucoup Audrey. Anne, on regarde la une du Figaro, c'est sur la réforme des retraites. Le déficit se creuse et Bayrou s'en remet aux syndicats. Merci beaucoup. Merci Anne d'avoir été avec nous. Merci Mickaël également. Merci Audrey. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission à l'état. Écoutez ou réécoutez en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve lundi. On vous souhaite un très bon week-end.